demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Signature annoncée de l'accord cadre à Addis Abeba dimanche prochain. Les Congolais, à travers une conférence débat ce vendredi à l'Université libre de Kinshasa, ne veulent pas voir cet accord cadre favoriser la matérialisation du projet de balkanisation de la RDC. 8 mars 2013, les autorités municipales de la ville de Kinshasa, édifiées par la ministre du Genre sur l'interdiction des manifestations y afférentes, les bourgmestres des 24 communes devront à leur tour expliquer à leurs administrés le bien fondé de cette mesure du gouvernement. Dans le secteur des infrastructures, les travaux de modernisation du boulevard Lumumba se poursuivent, sont désemparés, mais l'indiscipline des conducteurs favorise la congestion du trafic, ce qui rend la circulation difficile dans la partie est de la capitale. Enfin, le professeur Banyakou Luapé est l'invité de ce journal. Il vient analyser les contours de l'accord cadre de paix proposé par l'ONU pour une paix durable dans l'est de la RDC. Et ce sera tout pour les titres. Bonsoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU commence ce vendredi les discussions sur le renforcement du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo, alors que le secrétaire général Ban Ki-moon est attendu dimanche pour signer à Addis Abeba l'accord de paix avec les chefs d'État de la région des Grands Lacs. Le groupe de presse Mediaset, en collaboration avec le Centre des recherches interdisciplinaires de l'Université libre de Kinshasa, ont organisé une conférence débat autour du thème « L'opinion publique congolaise face à l'accord cadre de l'ONU sur la crise dans la région des Grands Lacs ». La grande peur pour tous les conférenciers est de voir à travers cet accord cadre la matérialisation du projet de balkanisation de la RDC. C'était au campus de l'Université libre de Kinshasa. Serge Koueté. L'auditoire de premier gradué économie de l'Université libre de Kinshasa, plein comme un œuf, refuse du monde. Venus de toutes les facultés, les étudiants assistent à cette grande conférence débat sur l'opinion publique congolaise face à l'accord cadre de l'ONU sur la crise dans la région des Grands Lacs. 5 intervenants ont planché sur la question. Le professeur Mukoka est intervenu autour du projet de la balkanisation de la RDC. Freddy Moulumba, ADG du groupe de presse Mediaset, est revenu sur la question qui fait l'actualité depuis quelques jours. La RDC est-elle sur les traces de la Yougoslavie et du Soudan, s'interroge l'orateur. Je peux vous rassurer que nous sommes infiltrés. Tout le monde le sait. Si aujourd'hui vous voyez notre presse, il n'y a que les potentiels de Télé7 qui en parlent. C'est parce qu'au moins nous sommes restés intellectuels. Le professeur Philippe Bioya devait pour sa part exposer sur l'accord cadre, pacte de stabilité ou mécanisme de résolution des conflits. Il appelle à la même occasion les Congolais à prendre la responsabilité de la gestion de l'étendue de leur territoire. Il appartient à la RDC de travailler à mettre fin à la guerre. Il ne faut pas que la RDC s'imagine que ce sont les autres qui vont mettre fin à la guerre pour elle. C'est pour cela que je condamne l'approche de tous ceux qui crient au complot. Mais il ne suffit pas de dire qu'on a peur des sorciers. Encore faut-il être un anti-sorcier. Le professeur Kalele a présenté une étude comparative entre l'accord du 23 mars et celui qui sera signé le dimanche.
Il a confirmé la matérialisation du projet de balkanisation de la RDC. L'accord du 24 février, qui risque d'être signé le dimanche prochain, lui vise la balkanisation. Il part de la thèse que les pays du tiers-monde sont incapables de diriger des étendues très vastes. Alors, il faut morceler leurs étendues pour qu'on ait affaire à des petits États faciles à contrôler, au nom du principe diviser pour régner. En tout état des causes, la question reste entièrement posée si cet accord aidera la RDC à sortir de la crise qui bloque son fonctionnement normal. Jeune Banyakou Luapé, vous êtes professeur à l'université de Kinshasa. Dimanche prochain, les Nations Unies, la CIRGL, l'Union africaine vont signer l'accord cadre. Comment du coup toutes ces parties se mettent d'accord pour signer cet accord cadre alors qu'on sait que lors du dernier sommet de l'Éthiopie, les parties ne s'entendaient presque pas? Selon vous, quels étaient les points divergents? Merci beaucoup, madame. Je commencerai par le prélude de cet accord cadre. Il y a d'abord le pacte sur la stabilité, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Dans son chapitre 2, à l'article 5, nous avons au niveau des pays des Grands Lacs signé un protocole d'accord de non-agression et de défense mutuelle. Ce qui signifie que l'ONU, c'est-à-dire les Nations Unies, l'Union africaine, ainsi que la SADC dont nous faisons partie, ils ont concouru pour que la CIRG, donc la Conférence internationale des pays des Grands Lacs, puisse renforcer un cadre d'intervention dans la région, particulièrement à l'est de notre pays. Donc, ça ne fait pas quelque chose Il y a un suivi logique, un suivi politique qui veut que pour stabiliser cette région, il faut qu'il y ait à la fois les Nations Unies, l'Union africaine, la région des Grands Lacs, ainsi que SADC, puisque nous y sommes. Oui, professeur, selon vous, est-ce qu'on peut connaître les grandes lignes de cet accord cadre? Il semblerait que ça serait en défaveur de la République démocratique du Congo, au moment où on sait que le Rwanda et l'Ouganda, les pays agresseurs, ils sont assurés du suivi et de la mise en œuvre du dit accord. Madame, je voudrais dire tout de suite que le représentant de l'Union africaine en RDC a dit que cet accord est encore entre les mains de chefs d'État, donc ce n'est pas à débattre puisqu'on ne connaît pas le contenu. Et des deux... Oui, dans les coulisses, ça se dit déjà. Oui, oui, mais j'y vais par analyse objective par rapport à ce que le secrétaire général avait dit. Dans un premier temps, à Addis Abeba, il a dit que les Nations Unies veulent une force d'imposition de la paix dans la région des Grands Lacs et particulièrement à l'est du pays. Je n'ai pas entendu et je ne vois pas, en termes géopolitiques clairs, en termes d'analyse géostratégique, je ne vois pas comment est-ce que les Nations Unies vont venir balkaniser les pays. Je trouve que c'est peut-être une analyse un peu trop dérivée de ce que nous avons comme pressentiment personnel. D'accord, je reviendrai à vous tout à l'heure. L'accord cadre sur la paix dans l'Est du pays proposé par l'ONU sera signé ce dimanche par les chefs d'État, membres de la CIRGL et de la SADC, en présence du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, lui-même initiateur de ce document. Mais les analystes considèrent cet accord comme étant la mise à mort programmée d'un État, d'un peuple et d'une nation, compte tenu de son caractère pour le moins flou. Je vous propose à ce sujet ce commentaire de la rédaction avec Nadine Laïc. Le peuple congolais tient à son pays, à sa nation comme à la prunelle de ses yeux. Il veille au grain et pour rien au monde, il n'accepterait que la RDC soit balkanisée comme le souhaitent les puissances qui se disent régenter le monde. Des puissances qui croient avoir droit de vie ou de mort sur les autres dans les cas d'espèce sur la RDC. C'est depuis longtemps qu'elles s'exercent sur cette voie. Combien de fois n'ont-elles pas cherché à imposer aux Congolais leur dictat? Combien de fois n'ont-elles pas fait de pieds et de mains pour amener le
le Congo sur la voie de sa déstabilisation, pire de sa balkanisation. Tout a été tenté mais en vain. Combien de fois ces grandes puissances ne se sont-elles pas butées à un peuple déterminé à ne pas se laisser faire? Et à chaque fois qu'il y a péril en demeure, le peuple congolais a toujours dérouté ses ennemis. Il est vrai que l'histoire se répète, mais à chacune de ces occasions, le peuple congolais s'est toujours montré intraitable, inflexible devant les puissances d'argent que l'on connaît très bien et dont on n'ignore rien de leur visée machiavélique. Comme cela l'a été dans un passé qui remonte à quelques décennies, toutes ces officines du mal qui se reconnaissent à travers l'Occident viennent une fois de plus de se mettre en vedette avec leur habituel scénario, cette fois-ci sous un format reconditionné qui s'inscrit dans le cadre de la balkanisation de la RDC. Face à la grave menace qui pesait sur le pays, il est attendu de Congolais toutes tendances confondues qu'ils se dressent à muraille infranchissable pour tordre le cou à tous ces apprentis sorciers qui nourrissent l'ambition de faire main basse sur le Congo et ses immenses richesses. Et dans cette énième épreuve, il faut compter et s'en désemparer avec la détermination d'un peuple qui tient à défendre son pays, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte. Chronique d'une mise à mort programmée, certes, mais à laquelle le peuple congolais continuera à s'opposer avec la dernière énergie. Professeur Banyako Loapé, dans cet accord, il est demandé à la République démocratique du Congo la démocratisation du système politique et la promotion de la cohésion nationale. Est-ce à dire que la RDC n'est pas un pays démocratique? Non, non, madame. Je pense qu'il ne faut pas tirer une partie de l'accord du cadre général. Le cadre général, c'est qu'on voudrait qu'il y ait une force d'imposition de la paix. Et les cadres dérivés, qu'on ne peut pas effacer, c'est que le problème de démocratisation du pays se pose et qu'il faut aller dans le sens de négocier, de se concerter pour avoir une issue nationale. C'est ce que le président de la République a appelé cohésion nationale. Mais moi, je voudrais vous dire, madame, que je ne vois pas, lorsqu'on parle de démocratisation, ce n'est pas vite donner la représentation politique. Quand on parle de démocratisation, il y a représentation politique, il y a représentation sociale. Puisqu'on est habitué dans notre pays, l'élite intellectuelle comme la population, lorsqu'on parle de démocratisation, on voit les partis politiques. Non, la démocratisation, vous et moi, nous voulons aussi que nos préoccupations sociales, nos préoccupations socio-culturelles soient prises en compte. Donc, je ne vois pas qu'il s'agisse tout simplement de la démocratisation, c'est-à-dire qu'il y a illégitimité de pouvoir politique. Non, mais avec cet accord que l'on dit de dernière chance, peut-on parler de l'échec de la CIRGL? Oui, je pense que c'est ce que je vous expliquais au début, la CIRGL opère dans le cadre de pactes. Et dans notre pacte, nous prévoyons le pacte de non-agression et de défense mutuelle. Vous ne pouvez pas suspecter les Rwandais, même si effectivement les Rwandais fait partie de ceux qui ont soutenu, dans l'hypothèse, ceux qui doivent avoir soutenu M23, tout comme l'Ouganda, mais vous ne pouvez pas, dans le cadre de notre pacte... Pas dans l'hypothèse. Il y a eu un rapport des Nations Unies qui a pointé le Rwanda directement et l'Ouganda. C'est une hypothèse. Puisqu'il n'y a personne, tant que le Rwanda conteste, nous disons, en ce qui concerne le Congo, nous confirmons que le Rwanda et l'Ouganda sont derrière, où ils appuient le M23. Et plus grave, puisque là on dit non, le secrétaire général n'a pas été explicite, mais plus grave, il y a tous les Chebabs, c'est-à-dire tous les mercenaires du Somalie, de l'Érythrée, de l'Ogaden, qui sont dans cette affaire. Vous savez, madame, quand on a occupé Goma, une grande partie des personnes qui avaient occupé Goma ne parlaient ni anglais, ni lingala, ni français. C'est que c'est des mercenaires. Donc, à cette hypothèse, nous tenons à ce que l'accord cadre concerne tous les pays, tout au moins de l'Union africaine, tous les pays des Grands Lacs, ainsi que tous les pays qui veulent nous aider avec SADC et autres. Au sujet du dialogue national proposé par le président de la République, Joseph Kabila, en vue de consolider la cohésion nationale en dépit des politiques qui se concrétisent dans l'opinion, au moins une idée sur le terme de référence de ce cadre de concertation. Outre la situation sécuritaire dans l'est du pays, les Kinois interrogés au centre des affaires veulent que toutes les autres questions d'intérêt national soient abordées lors de ces assises.
Ils ont été interrogés par Junior Wawa, Safi Ankoy et Jean Péquet. Ces concertations auraient pour un seul objectif de mettre en place ce Conseil économique et social. Merci. C'est ce Conseil économique et social qui aurait pour tâche de préparer maintenant ce débat social. Nous disons non. On doit aborder tous les restes de problèmes de notre pays. Parce que si le dialogue n'est pas inclusif, d'autres aspects de problèmes que nous connaissons actuellement vont ressurgir par après. Ce n'est pas seulement la question de l'Est. Si nous disons que c'est la question de l'Est, oui, la question de l'Est, il faut aussi savoir qu'est-ce qui a causé qu'il y ait aussi des troubles à l'Est. Donc, on peut parler de l'Est, mais qu'est-ce qui a causé cela? Il faut aussi parler en ce qui concerne aussi le pouvoir d'abord, qui doit être légitime. Il est important que ce dialogue, que tous les Congolais participent pour résoudre les problèmes une fois pour toutes. Parce que si aujourd'hui on sélectionne un groupe de gens, le problème ne va pas prendre fin. Professeur, cet accord cadre vient de donner la place au déploiement de la force internationale neutre. Comment se fera le mariage, selon vous, sur terrain avec la MONUSCO, puisqu'on sait que Ban Ki-moon est en train de plaider pour le renforcement du mandat et l'application du chapitre 7? Oui, madame, moi j'enseigne les relations internationales depuis 30 ans. Et j'enseigne la sociologie de conflit en relations internationales depuis 30 ans. Je n'ai jamais entendu parler des forces internationales neutres. Une force, c'est toujours quelque chose qui s'applique sur autre chose. Donc la neutralité chez nous en relations internationales n'existe pas. Ou vous faites une alliance, ou vous faites une aide, mais jamais la neutralité. Donc, en prenant cette hypothèse, je pense que nous nous tenons à la proposition et à la thèse de la MONUC, des Nations Unies, qui parle de force d'imposition. C'est très clair, imposer la paix, c'est-à-dire s'opposer à tous ceux qui ne veulent pas la paix en RDC. Donc, et puis, en fait, l'analyse binaire qu'on peut faire maintenant là entre ce que proposent les Nations Unies, ce que propose l'Union africaine, je pense que c'est une fausse analyse. Les Nations Unies, dans la hiérarchie, la position des Nations Unies comporte une position qui prend en compte et la région, et l'Union africaine, la sous-région je veux dire, et l'Union africaine et toutes les autres composantes qui sont intéressées à la question congolaise. Donc je ne pense pas ici qu'on s'y attarde à faire cette opposition binaire entre les Nations Unies et l'Afrique. Je pense que ce n'est pas le cas. Et selon vous, après la signature de l'accord cadre, que sera le M23? Mais le M23, on a déjà déclaré le M23 comme une force négative. Il ne faut pas me demander ce que sera le M23, puisque moi j'imagine, si le M23, c'est une force communautaire, une force politico-militaire communautaire, bon alors, de toutes les façons, on doit chercher à vouloir l'identifier et le désidentifier de CNDP, par exemple, qui est un parti politique. Le M23 n'est pas un parti politique, donc, est déclaré comme une force négative, ça ne nous concerne pas, ce n'est pas notre interrogation. Après les mandataires des entreprises publiques, Geneviève Inagossi, ministre du Genre, a donné la lumière aux autorités municipales de Kinshasa sur la décision du gouvernement annulant le défilé du 8 mars consacré à la femme à travers le monde. Les bourgmestres ont pris un engagement ferme d'aller répercuter à leurs administrés. Écoutez Brigitte Moalouké, bourgmestre de Lingwala, qui est au micro de Nadine Laïc. Ma première réaction, c'est la satisfaction. Puisqu'elle a rencontré notre assentiment, nous avons désapprouvé les comportements depuis longtemps. Peut-être on avait même fait des suggestions à notre ministre provincial parce qu'il y avait eu des débordements. Et dès demain, j'appelle tous les chefs de quartier, tous les chefs de ville. Je leur fais la restitution intégrale, sans restriction.
Promouvoir le rôle des femmes pour renforcer les partis politiques, c'est le sujet débattu au cours de l'atelier de formation des partis politiques pour une meilleure prise en compte du genre et une meilleure représentativité de la femme aux élections électorales. Suivez ce reportage de Roselyne Martin Bouyamba. Largement partagé. National Democratic Institute s'engage à promouvoir l'implication des femmes dans tous les aspects du développement, une nécessité urgente pour NDA. Une étude sur les femmes congolaises fait état sur les sujets relatifs à la participation des femmes en politique. Il en découle, entre autres, la naïveté selon laquelle les femmes politiques ne font qu'applaudir. Au-delà de cela, travailler sur la prise en compte du genre dans les différentes phases du cycle électoral. J'insiste sur le terme cycle électoral parce qu'il ne s'agit plus des processus électoraux qui consistaient après une élection, après des opérations électorales, bien à fermer boutique et on se retrouve 5 ans après. Et cette fois-ci, le cycle électoral prend en compte l'ensemble du processus et même entre deux scrutins, il y a un travail de suivi technique, d'assistance technique qui est fait. Et donc, apprendre aux partis politiques comment intégrer l'égalité des sexes, l'égalité hommes-femmes au sein de leur structure, au sein notamment de leur organisation interne. Promouvoir le rôle des femmes pour renforcer les partis politiques, sous ce sujet, NDA répond à la quête mondiale de participation populaire et civique des systèmes politiques et de gouvernement représentatifs et responsables. 1500 logements seront construits dans les tout prochains jours dans la périphérie est de la capitale. Le protocole d'accord est signé entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et un groupe d'investisseurs sud-africains. La cérémonie a eu lieu dans la salle des réunions de l'hôtel de ville de Kinshasa. Nadine Laing pour le commentaire. Déterminé à améliorer les conditions de vie de ses administrés, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'engage à travers ce protocole d'accord à construire 1500 logements au profit de la population de la capitale, comme l'indique le gouverneur André Kimbuta lui-même. La ville de Kinshasa a plus que jamais besoin de maisons construites dans les normes modernes pour le bien-être de leurs occupants. Au niveau des affaires foncières, nous avons disponibilisé le site pour que les partenaires viennent nous aider dans le secteur de l'habitat. Donc, il ne se pose aucun problème pour les sites. Les sites sont déjà identifiés au niveau de la ville. Les investisseurs sud-africains qui acceptent de matérialiser ce projet promettent de le faire selon les standards internationaux et dans un délai raisonnable. C'est dans le même sens de lutte contre les pauvretés, donc pour créer des logements vraiment pour les gens qui est affordable, donc avec une technologie rapide. Ces logements seront construits dans la périphérie est de la capitale congolaise, un vaste programme qui devrait, après la phase pilote, s'étendre sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. En infrastructure, les travaux de modernisation et de réhabilitation des lots 2 et 3 du boulevard Lumumba se poursuivent normalement. Un bémol tout de même, l'indiscipline des conducteurs favorise la congestion du trafic, ce qui rend la circulation difficile dans ce coin de la capitale. Nos reporters qui s'y sont rendus rapportent Élisée Blonda-Kassunga et Blanchard Kandoulou. Débutés le 16 février dernier, les travaux de réhabilitation et de modernisation de la chaussée de l'eau 2 et 3 du boulevard Lumumba avancent normalement. Cela malgré les pluies diluviennes de cette semaine qui rendent le sol humide. C'est dans ces conditions que se déroulent des travaux de remblayage pour préparer la chaussée. En revanche, la population de ce coin de la capitale vit un calvaire quotidien. L'indiscipline des conducteurs qui ne respectent pas les 4 voies restantes serait à la base des bouchons qui gênent la fluidité du trafic. Ce sont les chauffeurs indisciplinés qui causent des embouteillages. Certains d'entre eux ne maîtrisent pas le code de la route. Que la police de circulation routière mette fin à cette situation, dit cet homme. Charles Médari-Lunga Mwamba, directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, déplore cette attitude qui ne permet pas à l'entreprise affectée à l'ouvrage de s'exécuter correctement. Les populations de l'Est de la capitale sont pénalisées, reconnaît-il. Tout le monde veut se faire la priorité. Chaque transporteur ne veut pas s'aligner. Et ce qui arrive, c'est un conflit de priorité.
Donc les gens se font bouchons, ils s'obstruent et ils bloquent le passage. La police de circulation est ainsi interpellée. Les policiers doivent amener les conducteurs à respecter les 4 bandes pour réduire les embouteillages et rendre la circulation fluide. La réforme foncière ne peut aboutir sans un plan de développement urbain. Le ministre en charge de l'urbanisme et habitat a, à cet effet, présidé une réunion avec le ministre provincial de son secteur. Objectif, actualiser la législation en matière de développement urbain en RDC. Ces échanges ont permis aux 2 parties de faire une autopsie sans complaisance des maux qui rongent le secteur urbain pour trouver des remèdes adéquats. Élisée Bilonda Kassonga et Blanchard Kandolo. Le gouvernement s'engage dans la relance du secteur urbain. Cette rencontre qui met autour d'une table Fridolin Kassio-Chimusoka, ministre ayant l'urbanisme et habitat dans ses attributions, et un groupe de ministres provinciaux du même secteur, témoigne de la volonté de tous les acteurs impliqués au développement de l'urbanisme et habitat de donner le meilleur d'eux-mêmes. Des échanges visiblement fructueux et constructifs ne peuvent aboutir qu'à des résultats satisfaisants. Chaque ministre provincial a présenté les mots qui rongent les développements urbains dans sa province. Le Bandundu, les Sud Kivu, le Nord Kivu, le Katanga et le Kasaï oriental n'ont pas caché les vraies difficultés qui bloquent les développements de toutes ces provinces. Les participants vont se servir de toutes ces informations pour construire ensemble une vraie politique du développement urbain. Nous sommes régis par le décret de 1957. Aujourd'hui, nous sommes en 2013. Il va falloir lancer des réflexions. En 2013, on ne peut pas être régi par un texte de 1957 et atteindre les résultats escomptés. Mais aujourd'hui, avec la politique d'aménagement du territoire, avec toutes les approches de cartographie, il nous est demandé donc d'actualiser la législation. Parmi les solutions proposées à court terme, il est prévu d'actualiser la législation en matière de développement urbain ainsi que la mise en place d'une bonne politique d'aménagement du territoire qui se trouve être le point d'ancrage du développement urbain. Relations bilatérales RDC-République du Corée du Sud, les experts de l'INERA et FAO ont approuvé les rapports des recherches de 4 étudiants coréens effectués à l'université de Kinshasa. C'était au cours d'une journée scientifique au centre Copia de la faculté des sciences agronomiques. Thierry Kassongo et Elvire Chibola. C'est une satisfaction pour la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa d'avoir accueilli et assister ces 4 étudiants coréens dans leurs expériences pratiques effectuées au centre Copia situé sur le site de l'université de Kinshasa. Ces étudiants coréens ont travaillé chacun sur une variété agricole, le maïs, le soja, l'arachide et le sésame coréen. Le directeur de ce projet s'est dit satisfait des résultats obtenus par ces étudiants. I'm very happy. Oui, je suis très contente et je crois qu'ils ont appris beaucoup de choses sur l'agriculture. Ils sont les meilleurs et je suis sûre que c'est un grande valeur pour le développement en RDC. Yeah, for your Congolese agriculture. Professeur Honoré Katoka est aussi fier de ce partenariat RDC, République de Corée. Nous sommes satisfaits du projet parce que ce projet n'est pas seulement pour faire des démonstrations sur les méthodes coréennes sur l'agriculture, mais il accorde des bourses de doctorat. Ce projet vise à développer et révolutionner l'agriculture grâce à des nouvelles techniques de la technologie agricole. Le gouverneur de la province orientale a donné mardi le coup d'envoi de la campagne agricole dans une ferme située non loin de l'aéroport de Bangboka. Voilà, à travers cette campagne agricole, Jean Bamanissa veut que sa province retrouve sa place de 3e pôle économique de la RDC. Il a invité ses administrés à travailler pour le bien-être de tous. Nadine Laing. Agriculture, priorité des priorités pour le nouveau gouverneur de la province orientale. Jean Bamanissa Saïdi est allé personnellement donner le coup d'envoi de la campagne agricole dans l'une de ses fermes située sur la route de l'aéroport de Bangboka. À son arrivée, il a été accueilli par une foule en délire et le gouverneur de lancer cet appel.
Projet na biso ezande ba plantation boyeza la ebele awa. Bino moko esika bozui mabele muke bosala bilanga. Il faut biso nyonso tosala musala. Soki biloko wana ezobima ebele. Camion ye awa ekumbi yango ekena yango na port mabe. Le travail de la terre, voilà l'exhortation du nouveau gouverneur à ses administrés. Pourtant, ils sont nombreux, ces boyomens, qui l'ont abandonné pour d'autres occupations. Makambo akomela ozolangwa na moi. Eza malamu te. Oza isu na makasi ya musala te. Eza boye te. Botika biloko wana soki mutu azongi na ndako epa na ye nde ameli mwa kopo muke alali. Par ces gestes, le gouverneur tient à ce que la province orientale recouvre sa place d'antan de troisième pôle économique de la République démocratique du Congo. Pour y arriver, la seule voie demeure l'agriculture, secteur porteur de croissance. Joachim Diana pourrait retrouver sa liberté dans les heures qui viennent, appelé à statuer sur la requête de demande de liberté provisoire pour raison de santé. Le tribunal de grande instance de la Gombe, qui siégeait en appel, a pris l'affaire en délibéré après la comparution des parties. Pour rappel, l'éditeur du journal La Colombe est détenu à la prison centrale de Makala pour diffamation et propagation des faux bruits à la suite d'un arrêt du tribunal de paix de la Gombe. Je reviens à vous, professeur. Êtes-vous sûr que les termes de l'accord cadre sera respecté? Et au cas où l'une des parties ne respectait pas cet accord, qu'est-ce qui est prévu? Je ne sais pas ce que vous appelez partie. Ici, nous trouvons un accord cadre où il est privilégié une force d'imposition de la paix. Donc, nous n'avons pas... Il y a des signataires à oui, cet accord. Il y a des signataires, c'est le pays des Grands Lacs. Dans le pacte, dans le pacte, c'est prévu. Dans le pacte, c'est prévu à l'article 5. Oui, donc si c'est parti tel que nous l'entendons dans le pacte, il ne peut pas avoir un État. Et d'ailleurs, il est dit dans le pacte, lorsqu'un État, par un engagement quelconque, s'engage à supporter une force rebelle, une force négative, tous les autres États s'y emploient pour eux. Donc là, je pense que c'est un. Et de deux, concernant les termes, ne pas respecter une force d'imposition, quand vous ne la respectez pas, vous avez tous les pays des Nations Unies sont derrière. Donc je ne vois pas la grande crainte telle que vous pressentez, telle que beaucoup de gens pressentent, c'est de comparer, puisqu'il y a eu l'ex-Yougoslavie, il y a le Soudan. Mais c'est totalement deux cas différents. Le Kivu, et ça je voudrais bien rendre hommage à ces populations, le Kivu n'a jamais demandé qu'il soit détaché de la RDC. Par contre, le Sud-Soudan avait demandé, tout comme l'ancien Yougoslavie, la Croatie, la Serbie, d'autres États qui faisaient partie de la Gaulle, ils avaient demandé des faits. Donc, ce n'est pas des cas comparables. Les Nations Unies, ici en RDC, ils ont combattu les sécessions en 1962. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'actuellement, dans une mondialisation programmée, qui puisse vouloir, il y a une balkanisation qui profitera à quel État? Voilà. Pour être complet dans l'actualité, nous allons lire les journaux parus ce vendredi dans la capitale. Ils ont été commentés, sélectionnés pour vous par Doudou Ndombe. Revue de presse. La signature de l'accord cadre annoncé pour dimanche prochain à Addis Abeba occupe une bonne place dans les journaux parus ce matin à Kinshasa. Le phare s'interroge, est-ce un nouveau tournant pour la RDC? Bien que la plupart des présidents ont annoncé leur participation à ces grands rendez-vous, le quotidien proche de l'opposition estime que ce forum, c'est un prêt-à-porter imposé aux Congolais. Ces derniers ont été exclus dans la conception et la rédaction du document qui parle de la paix pour leur territoire. En tout cas, ceci fait penser à l'existence d'un pouvoir de tutelle invisible occupé à dicter aux Congolais une autre manière de vivre ensemble et de gérer leur pays, conclut le journal. Africa News va même loin dans ses analyses. Après comparaison avec l'intervention des Français au Mali, les FARDC ne sont nullement associés à la brigade d'intervention ou force neutre.
C'est ce que le journal qualifie des protectorats inavoués par l'ONU. À en croire la prospérité, c'est que l'ONU exige à la RDC, notamment la démocratisation, la réconciliation, etc. Elle n'arrive pas à l'imposer aux autres. Ban Ki-moon, dans son rapport qu'il présentera ce vendredi au Conseil de sécurité, ne fait nullement allusion au Rwanda, alors que, noir sur blanc, le soutien de ce dernier au M23 n'est plus à démontrer. L'observateur, lui, fait un décryptage sur l'agitation qu'il y a à l'interne, le dialogue national. Ce quotidien remarque que Joseph Kabila est actuellement sans fusible, inutilement opérationnel. Les partisans du dialogue national oublient que ceci fera disparaître toutes les institutions issues des dernières élections. Heureusement, des hommes à la pointe d'Étienne Tshisekedi sont là et se comportent avec responsabilité. Pas de dialogue, les divergences de vues ou les disputes, ce n'est pas une exclusivité de la RDC. C'est ainsi que Tshisekedi vient au secours de Kabila. Le potentiel qui s'intéresse au monde des affaires et s'inspire à l'exemple chinois et renseigne que, d'ailleurs, l'impérialisme américain ne porte plus de fruits sur le continent. Les Chinois l'ont compris et ont noué des liens avec des pays africains, réservent des matières premières stratégiques. Sans imposer des guerres inutiles, la Chine s'est lancée dans la bataille de la construction des infrastructures et autres. Enfin, des perturbations dans les réseaux de distribution du courant électrique du 20 février au 29 mars 2013 prévoit l'avenir. Le confrère rapporte que la SNEL évoque comme raison exécution des travaux de maintenance sous les centrales hydroélectriques de Zongo ainsi que le groupe G26 de Inga 2. Mongafula, Ngaliema, Selembao et d'autres communes paieront les frais. Professeur Banyakou Loapé, un dernier mot, mais vraiment un tout dernier mot. Oui, le dernier mot, madame, c'est que l'accord cadre, tel que c'est prévu, je pense que c'est une bonne chose et qu'il faut encourager, mais qu'il faut encourager tout en insistant auprès des pays des Nations Unies pour qu'il y ait un mandat renforcé de la MONUSCO pour les recours à la force. Recours à la force pour le maintien de la paix dans la région de Grand Lac. Voilà, madame. Merci, professeur Banyakou Loapé. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes professeur à l'université de Kinshasa. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi à Kinshasa et à Brazzaville. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.
la bonne cuisine et les bons divertissements, le restaurant Gabriela est là pour vous satisfaire. Spécialisé en grillade,